Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans Durable, une émission d'Objectif Tech, le podcast produit par Capgemini qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise, en direct du studio du 147. Dans ce nouveau numéro, nous aborderons les enjeux autour de la donnée ESG et son implication sur la performance des entreprises. Plus qu'une simple démarche volontaire de leur part, ces reportings ont beaucoup évolué et relèvent dorénavant non seulement d'un mandat réglementaire, mais aussi d'un exercice d'image de marque essentiel. Nous évoquerons aussi la réglementation Corporate Sustainability Reporting Directive ou CSRD qui connaît une véritable saga depuis son adoption par la Commission européenne. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Au-delà de la mise en conformité, quelles sont les implications concrètes d'insuffler la notion de durabilité à tous les étages pour les entreprises? Dans cet épisode, nous allons tenter de décrypter ce qui se joue en ce moment. Avec nous en plateau aujourd'hui, Olivier Touzé, tu es directeur qualité RSE au sein du groupement Mousquetaire. Dominique Ramand, tu es directrice finance et performance durable chez ADO. Et notre chroniqueuse du jour, Juliette de Maupoux, tu es vice-présidente de Sustainable Futures au sein de Capgemini Invent. Bienvenue. Durable, une émission présentée par Valère Coréard. Alors j'aimerais qu'on commence par faire connaissance. Dominique Ramand, je le disais, tu es directrice finance et performance durable chez ADO. À la fois, quel est ton périmètre? Et puis peut-être nous faire un big picture d'ADO rapidement. Oui, alors on va commencer par ADO. Je pense que vous connaissez tous Leroy Merlin. Donc nous sommes la maison mère de Leroy Merlin, Bricoman, Weldom aussi, qui a beaucoup de proximité auprès de nos clients en France. Dans ma fonction finance performance durable, en fait, j'ai deux jambes. Sur la partie finance, les équipes sont en charge de toutes les publications volontaires et réglementaires et le reporting mensuel sur la performance sociale et environnementale. Et sur le sujet performance, là, ma responsabilité, en fait, c'est de rendre accessible au plus grand nombre des repères qui sont nouveaux, des mesures d'impact et de valoriser le progrès qui est réalisé par les équipes. Quand tu regardes dans le rétroviseur, il y a 4-5 ans, ce que tu faisais, si tu étais déjà dans le groupe et ce que tu fais aujourd'hui, ça a bougé? Moi, j'ai 25 ans de direction financière de groupes familiaux internationaux et j'ai rejoint il y a 5 ans la dimension développement durable dans le cadre du lancement de notre stratégie We Make Home a Positive Place to Live. Donc, on est parti d'une page blanche, en fait, et je suis assez fière du chemin qu'on a parcouru aujourd'hui, même si ce qu'il y a devant est encore un sacré challenge. Olivier Touzé, tu es directeur qualité RSE au sein du groupement Mousquetaire. Le groupement Mousquetaire, on a le sentiment de toutes et tous le connaître. C'est un peu comme quand on citait Leroy Merlin ou Weldom, mais qu'est-ce que ça recouvre comme business et quelle est ta fonction en son sein? On est connu localement par des magasins Intermarché, Bricomarché, Rodi, mais derrière, il y a toute une structure qui a maintenant plus de 50 ans. Donc moi, je m'occupe de qualité RSE. Je suis issu de l'agronomie et de l'agroalimentaire et j'ai fait mes armes chez les Mousquetaires autour de la sécurité alimentaire dans les années 90-2000. Et petit à petit, on a construit une direction qualité, sécurité, environnement, une direction qualité RSE, parce qu'on sentait que les enjeux allaient aussi vers ces sujets. Et donc, les Mousquetaires, c'est des enseignes, des métiers. Donc, on a 3 métiers. On a le métier de l'alimentaire, représenté par les enseignes Intermarché Netto, le métier du bricolage avec Bricomarché, Bricocash et Bricorama, et le métier de la mobilité avec Rodi et Rapide Pare-Brise. Et la grande particularité des Mousquetaires, c'est d'intégrer la chaîne complète. Et le fondateur Jean-Pierre Leroc avait été visionnaire quand il avait décidé d'acheter des bateaux, d'acheter de l'industrie, ce qui nous permet aujourd'hui, et dans la démarche RSE, on en parlera tout à l'heure sur les indicateurs, de maîtriser de la matière première jusqu'à la vente de nos produits à nos clients, un groupe très intégré qui permet d'avancer. Mais on va reparler des objectifs et des enjeux, je crois. C'est ça ? Bon, maintenant, une fois qu'on a posé... Ça, c'était le plus facile. Maintenant, je vais vous dire le mot. Omnibus, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Dominique Ramand, le calendrier a pas mal bougé sur ce volet? Alors pour nous, en fait, on bénéficie maintenant d'un report, si on le souhaite, mais très clairement, on a décidé de garder la dynamique et de maintenir une publication volontaire, du coup, en fin d'année, sur le sujet de la CSRD. Après, cette publication s'inscrit dans une démarche de pilotage interne qui était déjà très bien ancrée chez nous. Donc finalement, tant pis si c'est pas obligé, on le fait quand même parce que c'était lancé et ce serait finalement préjudiciable d'arrêter en cours de route ou de mettre en pause. C'est surtout que c'est
tellement au cœur de nos stratégies aujourd'hui, cette transformation sur les impacts positifs, que nous, on a envie de montrer ce qu'on fait, on a envie de montrer les progrès qu'on réalise, encore une fois avec beaucoup d'humilité. On a encore plein de pistes de travail et on attend beaucoup en fait de ces publications, de la capacité à pouvoir comparer nos réalisations avec celles de concurrents, de partenaires. Voilà, ça va être l'enjeu de cette histoire, hein, finalement, on est bien d'accord. Olivier Touzé, je le disais, tu es directeur qualité RSE au sein du groupement Mousquetaires. Donc la devise, en tout cas, ce qui a été annoncé, c'est Stop the Clock. Qu'est-ce que vous faites dans ton groupe ? C'est pas Stop the Clock chez les Mousquetaires, on continue, on avance. Alors on n'était pas soumis à la DPEF, donc peut-être plus compliqué pour nous parce qu'il fallait enclencher la démarche autour de tous ces indicateurs, ces data points. Mais depuis 2 ans, même si on n'est pas une société cotée en bourse, on a des organismes financiers qui sont venus nous voir et qui nous ont challengés sur nos critères ESG. Donc on avait déjà lancé la démarche. On a 17 sociétés qui sont concernées par la CSRD, donc ça demande une forte mobilisation de nos équipes et d'un groupe de pilotage. J'en parlais tout à l'heure sur l'organisation. Mais on a continué. On va faire notre rapport de durabilité. On va l'appeler à blanc cette année. On va le faire vérifier par un cabinet extérieur pour vérifier qu'on est bien aligné avec les objectifs. Et on attend encore aujourd'hui, on attend ce que va devenir cette CSRD en fin d'année. On aura peut-être soit des bonnes surprises, mais on est prêt. Et comme ADO, on n'a pas lâché parce que on en fait un acte de management. Je vais le dire assez souvent. Aujourd'hui, on a des équipes, on a des collaborateurs qui viennent chez nous parce qu'on est engagé ensemble dans ces jeunes générations et les mettre en mouvement sur ce sujet-là, ça les intéresse, ça les motive et ils ont envie de continuer. Donc ça, c'est aussi notre moteur et notre force pour avancer et nous, les plus anciens, de les accompagner sur ces sujets qui vont demain être pour eux, je le dis, le commerce de demain. On va changer complètement la vision de ce commerce avec ces indicateurs. Et ces indicateurs, ils interviennent à tous les échelons. Ça demande de la mobilisation, tu le disais, mais de différents métiers, non ? Alors nous, on est organisé en direction de projet avec la direction financière déjà. Donc ça a été une nouveauté pour moi. Je travaillais un peu seul sur la direction qualité RSE et depuis 2 ans, je sais que tu es complètement associé à ça, mais nous, moi je travaille main dans la main avec le directeur financier du groupe. Ça, c'était une nouveauté. Ça nous challenge parce que ça rentre dans le projet d'entreprise. Et derrière, c'est embarqué pratiquement à tous les échelons des responsables RSE. On a des relais RSE dans les métiers et les responsables financiers de chaque entité. Donc on voit bien que le sujet n'est pas que sur la partie technique RSE, on voit bien que ça touche la finance. Donc c'est bien toutes les équipes, donc je parlais de 17 structures, c'est ça qui est aussi énorme chez nous, c'est 17 structures avec des directeurs financiers et des responsables RSE qui sont engagés pour avancer. Dominique Ramand, tu es directrice finance et performance durable donc chez ADO. C'est difficile de remporter l'adhésion des équipes en interne sur cette dynamique-là ? En fait, ça fait tellement de sens que quand on arrive avec le projet, et je rejoins complètement Olivier, ça touche tout le monde. Les directeurs de site, les directeurs de l'offre, les directions ressources humaines, bien évidemment, les directions financières, les directions RSE. Le contrôle interne aussi. Le contrôle interne, bien sûr. Enfin, en fait, le digital, la data, on est dans le projet d'entreprise, vraiment. En fait. Ouais, on rentre dans une profondeur et il y a de l'envie. En fait, il y a de l'envie partout. Notre travail, c'est vraiment de venir simplifier des concepts qui sont nouveaux et qui peuvent paraître complexes a priori. C'est de poser des repères, et on parlera probablement du Home Index tout à l'heure, qui permettent de nous mobiliser à tous les niveaux de l'entreprise, vraiment chacun dans son métier au quotidien, mais aussi de venir mobiliser nos parties prenantes. Et si je reprends le sujet de l'offre ou de la qualité, on travaille vraiment en très forte proximité avec toute notre supply chain, nos fournisseurs, pour faire évoluer la proposition de produits qu'on offre à nos clients. Et c'est parce qu'on a posé des repères accessibles à tout le monde qu'on arrive à faire ça. Bonjour Juliette Demopou. Bonjour Valère. Donc tu es VP Sustainable Futures chez Capgemini Invent, et bien que le projet introduise des ajustements, les principes fondamentaux restent intacts. Le reporting de durabilité n'est pas mort donc ? Non, en effet, Valère, le reporting de durabilité n'est pas mort pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais été prévu de le tuer. Si on revient à l'intention de la Commission européenne avec ce paquet omnibus, c'était avant tout de concilier 2 impératifs: maintenir l'ambition de l'Union européenne sur la transition environnementale, tout en s'assurant de la compétitivité des entreprises sur le territoire. Et donc,
dans ce travail sur le paquet Omnibus, la Commission européenne a cherché surtout à mettre en cohérence un certain nombre de réglementations qui étaient apparues ces dernières années, comme la taxonomie, la CSRD, la CS3D, essayer d'affiner ces textes qui avait été fait dans une première version et peut-être nécessité d'être adapté selon la taille des entreprises, leur territoire et leur activité, et puis les mettre en cohérence. Et donc finalement, si tu regardes les principes qu'il y a dans ces réglementations et dans le paquet, les principes fondamentaux sont maintenus. Si on prend la CSRD, le principe de double matérialité qui était vraiment une nouveauté, qui est importante dans ce travail, a été maintenue. Avec la CS3D, on maintient quand même la responsabilité de l'entreprise en matière de diligence raisonnable dans sa chaîne d'approvisionnement. Donc ce reporting n'est pas mort. Alors comment avancer dans son reporting de durabilité ? Alors, je pense que nos invités l'ont bien exprimé en ce début de podcast. D'abord, il ne faut pas tout réduire à un impératif de reporting réglementaire. Le changement climatique, il est une réalité, il est un impératif pour l'ensemble de nos entreprises, donc elles doivent continuer à œuvrer dans leur stratégie de transition au-delà de leurs exigences de reporting. Ensuite, nos invités l'ont dit aussi, les parties prenantes, que ce soit les salariés, les organismes financiers, les fournisseurs, les clients, ils ont des attentes en matière de divulgation des objectifs de transition, et ça va perdurer et ça ne va pas s'amenuire dans les semaines qui viennent. Et puis enfin, la conformité réglementaire, c'est une raison de faire du reporting, mais Dominique et Olivier l'ont dit, le reporting, ça sert aussi à piloter sa stratégie. Ça sert à savoir où on va, est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire, est-ce que les projets qu'on lance décrochent les résultats qu'on attend. Donc ça va se maintenir au-delà de la CSRD. Et est-ce que ça ouvre des opportunités, et lesquelles alors ? En fait, ce report, je pense qu'il est intéressant pour les entreprises parce qu'il va permettre de mieux se préparer. Honnêtement, on a vu que nos clients qui ont pris la première vague de la CSRD, ils l'ont prise de façon un petit peu artisanale, manuelle. Donc finalement, ce délai de 2 ans, il va permettre à beaucoup d'entreprises de s'organiser, de structurer leurs données, de réfléchir évidemment à ce reporting réglementaire, mais peut-être à l'usage de ces données ESG au-delà de ce reporting. Et finalement, comment rassembler ces données, les organiser pour en faire bénéficier le plus grand nombre dans l'entreprise pour une prise de décision éclairée. Donc vraiment, ça va permettre d'avoir cette réflexion un peu plus long terme et un peu plus exhaustive au-delà du reporting réglementaire. Après, elles vont pouvoir aussi réfléchir à comment s'outiller, comment automatiser les choses, comment peut-être faire usage de l'IA générative. On voit beaucoup de clients qui réfléchissent à ce sujet-là pour rendre ce reporting plus efficace, moins painful, pardon pour l'anglicisme. Et puis, on va aussi avoir des entreprises qui vont regarder comment construire des cockpits ESG pour l'entreprise qui vont aller au-delà de ces reportings financiers. Merci beaucoup. Juliette de Maupoux, je le rappelle, tu es, et pardon pour l'anglicisme, VP Sustainable Futures chez Capgemini Invent. Tu restes avec nous, bien sûr. Peut-être sur la double matérialité, Olivier Touzé, tu es directeur qualité RSE au sein du groupement Mousquetaire. Qu'est-ce que c'est cette double matérialité ? D'ailleurs, je crois que chez vous, vous avez mis au point une matrice spécifique. Oui, alors on avait l'habitude de faire des matrices de matérialité RSE depuis qu'on a démarré la démarche de développement durable en 2012, et là on s'est confronté à cette double matérialité, donc matérialité d'impact et matérialité financière. Donc on a pris tous les enjeux des ESRS, on les a croisés avec cette double matérialité et on a accompagné par des experts extérieurs, on a complété d'une analyse des parties prenantes externes et internes pour vérifier que cette analyse de double matérialité était bien cohérente avec ce qu'attendaient nos parties prenantes internes aussi. On a des chefs d'entreprise, les mousquetaires, c'est 3500 chefs d'entreprise qui attendent aussi du groupe, de l'amont des choses. Donc on a croisé les deux et on a réussi à monter une matrice d'indices, de mineurs à critiques pour sélectionner et prioriser les enjeux. Alors c'est vrai qu'avec les mousquetaires, comme on est pêcheurs, on est transporteurs, on est logisticiens, on est vendeurs, on est acheteurs, on a quand même beaucoup d'enjeux. Donc on a réussi quand même à réduire la voile des enjeux, et donc de 40 enjeux qui étaient au départ, on est arrivé à 30, multiplié par le nombre de data points et à mettre, on est arrivé, donc ce que je disais tout à l'heure, 800 indicateurs à suivre, mais ça nous a permis quand même de mettre une méthodologie en place avec la direction financière et de sélectionner des enjeux prioritaires. Voilà. Donc cette matrice, elle est quand même très importante. Et pour finir, on ira après sur les autres,
critères. On a sélectionné les premiers par des groupes de travail internes pour voir jusqu'où on peut aller, mais on s'est donné un premier cap. Voilà. Dominique Ramand, directrice finance et performance durable chez ADO. Bon, là, 800 data points, c'est ça, chez les mousquetaires. J'imagine que chez ADO aussi, c'est peut-être pas une usine à gaz, mais enfin, il y a beaucoup de données. Comment vous faites pour les digérer, les simplifier, leur donner corps ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de sujets et je rejoins Olivier sur l'analyse de double matérialité. C'est vraiment une opportunité d'éclairer les angles morts et de venir enrichir les dimensions stratégiques ou de sécuriser l'engagement en fait qu'on pose. Nous, on parle plutôt en indicateurs. Ça effraie un peu moins. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, on était autour de 25 indicateurs stratégiques cœur et on va passer à 120 indicateurs. Donc, notre rôle, encore une fois, c'est d'absorber cette complexité et en fait de mettre en dynamique chaque métier sur les quelques sujets clés qui le concerne, là où il est le plus attendu par ses parties prenantes. On a un sujet autour de l'économie circulaire, en particulier autour de la seconde vie, qui est ressorti de par nos clients, qui était beaucoup plus fort que ce qu'on avait pu anticiper. Sur des sujets d'offres, on a aussi beaucoup de secteurs industriels différents avec lesquels on travaille. Bien évidemment, le responsable d'offres qui va être sur les sujets du chauffage va pas du tout travailler la même dynamique en termes d'action que celui qui est sur le secteur du carrelage ou du ciment. Voilà, donc quand on le regarde de très haut, c'est une complexité incroyable, mais finalement, quand on le remet à l'échelle de chaque acteur, c'est quelques données qui font du sens dans son métier et qui lui permettent d'opérer et de progresser avec ses interlocuteurs dans son écosystème. Olivier ? Alors, je compléterai, oui, alors, les 800, c'est la photographie initiale. Le démarrage de cette année, on est parti sur nos indicateurs de performance existants pour faire monter en compétence nos équipes. On attend aussi le résultat de l'Omnibus, peut-être qu'on en aura beaucoup moins, mais la première année, là, cette année, c'est de partir sur ce qu'on faisait depuis déjà un certain temps pour remettre en route ces indicateurs par rapport à la CSRD. Tu as le sentiment que cette dynamique de reporting, elle fait évoluer le secteur de l'agroalimentaire, c'est-à-dire il y a vraiment un impact ? Ce que j'analyse, pour moi, c'est les fondations du commerce de demain, c'est-à-dire que ça va donner les ambitions à chaque, tu le disais Dominique, on va repartir sur notre métier, hein, attention, hein, on est parti très très haut, on va redescendre très concrètement sur ce qu'on sait faire et on va créer avec ces indicateurs et on va dire ce pilotage, ce que va être le commerce de demain sur des sujets comme la gestion des déchets, le gaspillage alimentaire dans nos points de vente alimentaires, enfin tous ces sujets très opérationnels. Il faut revenir vraiment auprès du terrain. Et donc oui, ça va nous aider à progresser, ça j'en suis sûr, et à mettre toutes les équipes dans cette démarche d'amélioration continue. Ça va aider à progresser et peut-être aussi à se comparer, Dominique Ramand. Ah, ça, c'est mon rêve. C'est vrai que aujourd'hui, on travaille surtout sur nous-mêmes et l'exercice de transparence, c'est vraiment l'opportunité de faciliter aussi le dialogue finalement avec, encore une fois, ça peut être nos concurrents, mais c'est surtout nos partenaires sur la façon dont on peut construire ensemble une façon différente de faire notre métier et puis finalement amener une possibilité pour nos clients eux-mêmes de réduire leur impact. Voilà, sur le marché de l'habitat, avec la rénovation énergétique, on a un rôle incroyable à jouer. Voilà, donc vraiment, c'est un peu tôt certainement encore pour pouvoir se comparer. Il faut que tout le monde digère ces nouveaux indicateurs. Mais comme l'exercice de transparence a pu être fait dans le secteur financier depuis très longtemps, c'est normal, au vu des investissements que peuvent faire les actionnaires, au vu l'engagement de chaque métier pour se transformer, qu'on ait cette transparence sur la situation et sur les résultats qu'on obtient. Et on distingue, en tout cas dans les mots et dans les concepts, naturellement, Olivier, le financier, l'extra-financier, c'est tout l'objet de la double matérialité. Mais enfin, à un moment donné, ça crée aussi un mix. Et ce mix, il vous permet aussi de mieux comprendre, j'allais dire d'une certaine façon, toute votre chaîne de valeur, vos métiers, c'est-à-dire que vous réapprenez à vous connaître vous-même ou pas avec ces démarches justement de reporting, d'analyse.
Est-ce qu'il y a une granularité intéressante ? On avait déjà depuis 2012 identifié nos grands enjeux. Aujourd'hui, un distributeur comme les Mousquetaires, et je pense que Dominique va être d'accord, on a à retrouver, à donner de la confiance et à renforcer la confiance de nos clients, à se préoccuper de la santé et sécurité de nos collaborateurs. Tu as parlé de marque employeur, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on sait que la distribution est en déficit de marque employeur. On n'attire pas facilement les talents. Je pense surtout à nos métiers de point de vente. Nos métiers amont, quand même, sont plus attirants. Et puis, la partie territoire, le groupe Les Mousquetaires, c'est un magasin, un Intermarché tous les 10 km. Donc, on a un fort impact territorial et on a des enjeux d'énergie à partager. On a des enjeux de gestion, je reviens sur la gestion des déchets. On a des enjeux de lutter contre le gaspillage, de travailler avec les associations locales. Enfin, tout ça, là, on remet au cœur de ce projet-là le métier de distributeur. Faut pas s'éloigner quand même, je veux dire, sans parler d'usine à gaz, mais c'est vrai que la CSRD nous a fait monter très très haut maintenant. Tu l'as très bien dit, Dominique, il faut revenir dans les stratégies qui font ce qu'est notre commerce aujourd'hui et anticiper. C'est là où ça va être intéressant. C'est grâce à ça, anticiper aussi ce qui va être le commerce de demain et ce que attendent nos jeunes générations et les futurs clients qui auront 35 ans en 2035, 2040 et qui voudront peut-être autre chose que ce qu'on leur propose aujourd'hui. Voilà. Juliette Demopou, tu es vice-présidente de Sustainable Futures au sein de Capgemini Invent. Et une petite question pour Dominique ? Oui, Dominique, dans les projets qu'on fait auprès de nos clients, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est l'émergence de cette notion de performance durable qu'on voit apparaître parce que les directeurs financiers rentrent un peu dans la danse de la RSE. Est-ce que tu vis cette notion de performance durable dans ton job actuellement ? Alors, chez ADO, c'est complètement intégré. On a 4 points de performance. Donc, la performance client qui est au cœur. Et les 3 points autour sont performance économique, performance humaine, performance environnementale. C'est une évidence, en fait, pour nous de travailler la dimension économique et la dimension d'impact en même temps. Et donc, je vais vous parler d'une chose que, pour l'instant, j'avais jamais abordée parce qu'on est encore en phase d'exploration. Mais c'est vraiment un travail conjoint entre la direction financière et la direction impact positif chez nous. On est en train de développer un indicateur qui s'appelle EBIT après carbone, EBITAC, donc qui est animé par la direction financière au même titre que l'EBIT aujourd'hui. Pour l'instant, on le regarde au niveau entreprise et on est en train de regarder comment l'opérationnaliser pour pouvoir le déployer à des échelles plus fines ou de marché ou de magasin. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'indicateur qui rend le mieux compte du fait que la performance économique et la performance sociale et environnementale se rejoignent. Dominique, on parle beaucoup de data, de données depuis tout à l'heure. C'est un défi de trouver une data de qualité, une data fiable ? C'est un défi, oui. Après, c'est un besoin pour tous les métiers. Avant même la data, il y a déjà de se mettre d'accord sur les définitions. Et je vais prendre un exemple tout simple. L'effectif, le nombre de collaborateurs, il n'y a pas d'évidence. On a un groupe international, la façon dont on compte le nombre de collaborateurs n'est pas la même d'un pays à l'autre. Donc sur des concepts qui paraissent aussi simples que celui-là, c'est déjà tout un travail de définition avant d'aller chercher la donnée. Après, encore une fois, bien sûr, c'est pas simple, mais il y a tellement de sens. Ça raccroche encore pour nous à notre raison d'être. We make home a positive place to live. Que il y a de l'envie de construire cette donnée pour avancer. Encore une fois, pour notre futur commun. Olivier, une data de qualité, une data fiable. C'est un défi ou non, ça va, la matière est là ? C'est un défi parce qu'on sait pas toujours où elle est. Il faut aller la chercher, il faut la collecter, la transporter. Donc on associe aujourd'hui notre DSI et les systèmes d'information pour essayer, alors on va voir ce que va donner l'omnibus, mais qui va certainement réduire aussi le nombre d'indicateurs, donc ça va nous aider aussi à travailler par étapes, mais aujourd'hui fiabiliser, tu l'as dit, la tracer aussi, parce qu'on va contrôler cette traçabilité derrière, on ne contrôlera pas la valeur, mais on nous contrôlera sur la traçabilité à donner. Donc nous on regarde comment on peut éventuellement, tout à l'heure tu as parlé d'intelligence artificielle, on regarde ce qui pourrait nous aider dans ce domaine-là, mais aussi à automatiser la donnée pour pas avoir
trop de temps à passer à chercher chaque année les données, puisque logiquement on rentre dans un schéma de mise à jour annuel. Donc on travaille avec la direction des systèmes d'information pour essayer de trouver. On démarre. C'est aujourd'hui, voilà, on est encore en mode manuel, encore malheureusement. Enfin, je le dis, on a des fichiers Excel qui nous aident, mais voilà, je sais pas comment c'est chez ADO, mais on est plus outillés. On a de la chance d'être plus outillés. On a une plateforme, et peut-être que aussi c'était la réponse. On a une plateforme qu'on a achetée pour permettre de collecter toute la donnée et de la mettre en œuvre et que tout le monde puisse accéder à ce panorama des données qui pourra après la déverser vers l'outil CSRD. Mais au point de départ, c'est d'aller chercher la donnée et ça, c'est pas le travail le plus simple. Voilà. Juliette le disait tout à l'heure, il y a un enjeu de compétitivité aussi qui a été annoncé pour ralentir un peu la cadence sur cette réglementation. D'ailleurs, certains disaient que ça allait coûter du temps, ça allait coûter de l'argent. Est-ce que donc ce report, pour l'instant, ça va vous libérer du temps, de l'argent, Dominique ? Non, je vais revenir à ce que je disais en introduction. Enfin, c'est un report en termes de conformité, mais pour nous, ça ne changera pas ni la dynamique, ni le niveau d'exigence qu'on s'est fixé. On est déjà en avance sur les obligations réglementaires, puisque pour tout le cœur d'indicateurs stratégiques, on est certifié en assurance raisonnable par nos commissaires aux comptes. C'est un gage de confiance. C'est vraiment important de transmettre cette confiance. Olivier a parlé des difficultés à aller chercher la data. Il y a un sujet de preuve. C'est un sujet sur lequel on s'engage beaucoup avec notre direction qualité et nos fournisseurs pour avoir des preuves sur tout ce qu'on avance. Voilà, donc... En fait, je vis vraiment pas comme une contrainte la CSRD. Au contraire, c'est vraiment l'opportunité de donner confiance, d'une certaine façon de tuer le greenwashing et de donner des points de repère bien au-delà des frontières de l'entreprise. Olivier, un gain de temps, d'argent ou non, c'est la même chose que pour Dominique, vous êtes déjà dedans. Donc, on ne va pas le cacher, ça prend du temps, donc il faut dégager du temps à nos équipes et... on était déjà dans cet exercice de reporting, je vous l'ai dit, depuis 2 ans avec les demandes des organismes financiers. On avait engagé depuis 2012 la mise en place d'un reporting RSE aussi volontaire, parce qu'on n'était pas soumis à DPF. Non, ce que l'on sent, c'est que les équipes sont motivées, c'est ça qui est intéressant. Et on voit bien qu'il y a une envie de travailler sur le sujet et de donner un objectif à chacun. Donc moi je trouve que non, il y a du temps, oui, c'est du temps à passer, mais on va capitaliser pour que ça en fasse un enjeu concret et de performance. Et du coup, chez le groupement Mousquetaires, la feuille de route du durable là, pour les prochaines années, elle est déjà écrite ? Alors, il y a un gros projet, c'est la décarbonation chez les Mousquetaires. Je pense que chez ADO aussi. La part du carbone chez nous, c'est 90% l'enjeu produit. C'est la partie la plus forte. Donc, ça veut dire embarquer nos fournisseurs en marque nationale et en marque distributeur. Et donc là, il y a un vrai enjeu. On vous le donnera pas aujourd'hui, mais vous le saurez d'ici la fin de l'année. On s'est engagé sur le SBTI, le Science Based Target Initiative, et vous aurez notre trajectoire carbone en fin d'année pour les Mousquetaires. À 2035, on s'est fixé un objectif à 2035. Voilà, c'est ambitieux. Le SBTI nous challenge. Je sais pas si ADO, vous êtes aussi... on est sur la même démarche, on en est au même niveau. Au même niveau, voilà. Et donc, ça va être le grand projet des prochaines années, et puis continuer sur l'opérationnel. C'est les grands sujets, c'est gaspillage, c'est seconde main, on sait dans le domaine du bricolage ça fonctionne bien, c'est la gestion des déchets, la réduction des emballages. Enfin, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut montrer encore qu'on est un commerçant responsable. Je pense qu'il y a encore de belles choses à faire pour démontrer qu'on est très engagé sur le commerce responsable. Voilà. Encore de belles choses à faire, Dominique ? Oui. Effectivement, les chantiers sont vastes. On va beaucoup travailler sur la transformation de notre offre pour proposer des solutions positives. Et on s'engage vraiment pleinement sur les services et la rénovation énergétique. Et puis, bien évidemment, la trajectoire de décarbonation. Avec un levier qui est propre à notre secteur d'activité, c'est le fait de pouvoir aider nos clients à décarboner leur habitat. Et donc, nous, on a un indicateur qu'on appelle émissions évitées. Donc, c'est vraiment cette capacité de
proposer des offres moins carbonées, moins consommatrices en énergie. Voilà, donc des beaux chantiers, vraiment des éléments passionnants. Et moi, j'invite les jeunes et les moins jeunes parce que c'est aussi une façon de redynamiser son métier que de s'engager sur ces sujets du développement durable. Merci Dominique Ramand, tu es directrice finance et performance durable chez ADEO. Merci aussi à toi Olivier Touzet, directeur qualité RSE au sein du groupement Mousquetaires. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, à laisser des étoiles aussi sur vos plateformes de streaming préférées, à partager cet épisode également avec votre entourage. À très bientôt donc pour un nouveau numéro de Durable, une émission de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.